Donc, je suis Julien Falgas, je suis maître de conférence au Centre de recherche sur les médiations, équipe Pixel, et j'ai la charge d'animer cette dernière table ronde. Je vais dire très peu de choses parce qu'on va vraiment garder du temps pour nos 5 intervenantes et intervenants. Et je vais surtout prendre un peu de temps pour présenter chacune et chacun, histoire de savoir d'où chacune et chacun parle. Parce que ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est qu'on a vraiment des disciplines différentes qui vont s'exprimer avec des regards qui vont se croiser. C'était le thème de cette journée. En termes d'ordre de passage, simplement pour vous donner pour les intervenants déjà, qui sachent à quoi s'en tenir, on va commencer avec Sylvie Pierre-Maurice, qui est à ma gauche. Puis Vincent Claveau et Serena Villata présenteront le versant informatique des choses. Et on donnera ensuite la parole à Divina Fromegs et Anne Cordier, tous deux chercheuses en infocom. Dina est une grande spécialiste des médias, mais elle est professeure de civilisation. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Alors, Sylvie Pierre-Maurice, sans transition. J'ai tout entendu, Arnaud. Oui, Arnaud a précisé que vous étiez professeur de civilisation américaine. Et grande spécialiste des médias. Et grande spécialiste des médias, effectivement. Merci Arnaud. Oui, les casquettes multiples, ça me connaît, mais je crois que je partage ça avec beaucoup d'entre vous. En effet. Alors, Sylvie, qui est maître de conférence et HDR en droit privé, spécialisée en procédure civile interne, européenne et comparée, à l'IAE de Nancy jusqu'en 2019. Elle poursuit aujourd'hui ses travaux à la faculté de droit de Strasbourg, où elle dirige le master de justice, procès, procédure et est membre du centre de recherche de droit fondamental. Elle est l'auteur de 3 manuels de vulgarisation, de nombreux articles en procédure civile. Ses thèmes de prédilection sont les procédures d'urgence, référés et ordonnances sur requête. Et à ce titre, elle a dirigé un ouvrage collectif sur le référé fake news, voilà, qui raccroche à notre sujet. Donc, voilà, on s'attend à avoir un panorama des solutions juridiques et extra-juridiques existantes en droit comparé et de l'Union. On verra si on peut dresser des perspectives. Et voilà, tu souhaitais parler d'une palette d'outils de freinage plus que d'un frein moteur. Donc, on va lancer là-dessus. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Et je prends quand même sur mon temps de parole réduit pour remercier les organisatrices de m'avoir invitée. Alors, je voudrais lancer le diaporama qui porte donc sur un des aspects des freins à la désinformation. Alors, je suppose qu'il faut faire comme ça. Non. Il faut se mettre là. Oui. L'écran. Je pense que c'est bon. Ouais, bon. Voilà, donc mon approche très rapidement va être la suivante. Je vais faire une sorte de diagnostic du droit positif, ce qu'on appelle en droit des légers lata, pour envisager, pour un petit peu ouvrir la discussion, ce que devrait être la loi ou ce que devraient être les solutions, ce qu'on appelle des légers ferenda, parce que le juriste est fan de latin. Et il me semble qu'il y a 3 points sur lesquels on devra revenir, c'est-à-dire pour le frein, qui décide de freiner, quelle désinformation peut-on freiner et par quels moyens et pour quelle efficacité. Alors. On a un petit problème de partage. Alors. Je suis dedans, mais on n'est pas dans le partage. Voilà. Partage. Ouais, non, il n'a pas. Ça. Oui, il faut qu'on reste. Voilà. Oui. Donc, je ne reprendrai que l'idée des freins, puisque mon temps est un petit peu compté. Donc, ça a déjà été bien évidemment réfléchi, et j'inciterai sur, à mon sens, les 3 principaux freins que sont l'éducation aux médias, la régulation des plateformes et les actions en justice. Et tout de suite, je dirais qu'on peut certes freiner, mais peut-être pas empêcher, et que l'éradication totale de la désinformation par le droit me semble être un vœu totalement pieux, notamment parce que le travail du législateur est délicat et doit arbitrer entre la liberté d'expression et la lutte contre ses excès, et oui, c'est vraiment très délicat comme affaire.
Alors, si on doit choisir, eh bien, il faut choisir de lutter, me semble-t-il, contre les causes de cette désinformation plutôt que contre ses symptômes, puisqu'on ne résout rien. Et les freins qui luttent contre les causes, eh bien, ce sont précisément les freins non juridiques, dont je ne maîtrise pas. Et plutôt que les freins juridiques qui, eux, s'attellent à lutter contre les seuls symptômes, la fake news, comment on peut la retirer du circuit, c'est-à-dire, en gros, éteindre l'incendie. Et donc, deuxième idée, il vaut mieux certainement prévenir que guérir. Et donc, si on reste sur l'idée de freins juridiques, même insatisfaisants, eh bien, nous avons, nous, en sciences juridiques, bon, on est une science molle, mais pas tout à fait, parce qu'on a les deux, en fait. Et on l'exprime en anglais parce qu'on n'aime pas qu'on dise qu'on est mou ou dur, et donc on utilise les termes hard law et soft law. Donc, on a de la soft law, c'est-à-dire du droit non contraignant, qui est incitatif, donc, et non contraignant, et puis on a du hard law qui contraint effectivement. Alors, je pense qu'il faut privilégier à ce niveau, dans le but d'une efficacité, la soft law, au détriment de son inverse, parce que ce n'est pas parce qu'on est contraignant qu'on est forcément efficace. Mais tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes. La souplesse n'empêche pas l'arbitraire. Donc, de toute façon, tout est délicat. Alors, je prendrai l'exemple de la France par la fameuse loi de 2018 qui a offert un panel varié de solutions de freinage. Hein. C'est ce que disait Julien. Donc, elle a eu un volet sur l'éducation média qui est très limité. La face immergée de l'iceberg, c'était effectivement le référé fake news, qui n'est pas l'instrument peut-être le plus réussi. Ce qui était bien réussi, je pense, c'est l'obligation des hébergeurs et puis l'accroissement des pouvoirs du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, quelques mots sur la régulation contraignante des plateformes. Deux exemples, c'est la NetzGese allemande, qui a été créée en 2017 et réformée en 2021, et puis cette fameuse loi française de 2018. Et là, donc, cette régulation est importante parce que, et on est ici dans la hard law, puisqu'on oblige les plateformes à avoir des obligations et avoir un bilan sur ces obligations. Et on peut avoir effectivement un heurt frontal entre l'efficacité du dispositif et les libertés publiques. Et notamment, je ne vais pas détailler la NetzDG, mais le problème se posait dans la première mouture de l'absence de retrait, de l'absence de réexamen de la décision par les plateformes lorsqu'elles retiraient un contenu illicite. Il n'y avait pas moyen de faire en quelque sorte appel de cette décision, ce qui était fortement contraire à tous les principes de procédure. Et donc, deuxième mouture, loi du 3 juin 2021, on a rajouté cette décision de réexamen de la décision de retrait. Alors, la protection, c'est toujours le dilemme, protection contre efficacité. On protège plus, on est moins efficace, donc on n'en sort pas, j'y reviendrai. Alors, sans rentrer dans le détail très exhaustif, très juridique de la chose, on y reviendra peut-être, l'Allemagne elle lutte contre la désinformation via les plateformes de réseaux sociaux opérant à but lucratif et à forte audience, sont les termes de la loi, à travers trois obligations. L'obligation de coopération, notamment d'organiser une procédure de signalement accessible. Deuxième idée, la plus contraignante, c'est l'obligation de retrait, supprimer ou bloquer l'accès à un contenu dans les 24 heures de la demande ou 7 jours s'il faut plus de vérification, avec une sanction à la clé de 5 millions d'euros. Et puis, un point intéressant du point de vue de l'efficacité du système, c'est l'obligation de disposer d'un représentant habilité, un défendeur qui interviendrait dans un procès diligenté sur le sol allemand. Parce que l'essentiel des GAFAM, les grandes plateformes, ne sont pas européennes, sont chinoises, russes ou aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour un procès interne. Alors, la France, elle aussi, a donné des obligations aux plateformes, des opérateurs de plateformes en ligne, deux obligations de coopération, de transparence. Et vous voyez, par rapport à l'Allemagne, il n'y a pas le retrait. Donc, je n'y reviendrai pas, sauf à dire que la transparence, c'est quoi? C'est avertir l'utilisateur de l'existence d'informations rémunérées, d'un contenu qu'on a payé pour diffuser.
Voilà, c'est ça l'obligation de transparence. Et la faille française, c'est qu'il n'y a aucune obligation de disposer d'un mandataire sur le sol français, donc ce qui va poser des problèmes pour un procès interne en France. Alors, deuxième idée, vous m'excuserez la rapidité du propos, c'est la soft law, donc la loi molle ou loi douce, comme on veut. Alors, on en trouve au niveau supranational dans l'UE et au niveau étatique, notamment, c'est le choix de la Belgique, de UK, du Royaume-Uni, pardon, et de la Malaisie. Et il s'agit pour les États essentiellement de donner un portail de vérification gouvernementale des faits. Et puis, pour l'UE, on le verra un petit peu, c'est un peu autre chose. Notamment, on retiendra le fameux code de bonne conduite qui a été négocié, parce que ce n'est pas imposé, c'est de la soft law, qui a été négocié avec l'essentiel des GAFAM. Alors, on peut se poser la question de l'efficacité du dispositif. J'envisagerais de deux côtés. Du côté cible, c'est-à-dire, et j'envisage plutôt la soft law étatique, c'est-à-dire créer un portail de vérification gouvernementale. C'est-à-dire qu'on dit en gros, ces informations-là sont les bonnes, nous on vous les donne, elles sont bonnes. Les autres, on ne sait pas. Bon, ça encourage ici peut-être l'idée d'une méfiance face à l'establishment, puisque ce sont des informations par des organes institutionnels. Et le problème n'est certainement pas résolu, puisqu'on n'a pas confiance dans les institutions publiques. Donc, qu'une institution publique nous dise c'est la vérité, on n'en croira pas plus. Et puis, de l'autre côté, comme on est dans la soft law, c'est une limite intrinsèque du côté des plateformes. On est un petit peu face à un self-service obligationnel, comme on a pu le dire. La plateforme, elle choisit ce qu'elle veut ou non appliquer, voilà, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Donc, on est quand même il y a des limites, il ne faut pas se le cacher. Alors, je ne veux pas rentrer dans le descriptif juridique, mais l'Union européenne est quand même proactive en matière de soft law contre la désinformation. Elle encourage les plateformes, notamment en pandémie, à lutter contre ces infox. Elle donc négocie un code des bonnes pratiques contre la désinformation sous l'égide de la Commission européenne. Et aussi, elle favorise la recherche en faveur des médias et elle propose des outils du type système d'alerte rapide, décodeur de l'Europe, et puis le portail EU versus des infos qui visent les infox provenant de Russie. Alors, dernier point, c'est comme piste que je lance, c'est l'action en justice et l'action des autorités administratives indépendantes comme frein. Est-ce que c'est un bon frein? Alors, non. Parce qu'on lutte contre les symptômes et non les causes, bien évidemment. À mon avis, la bonne lutte, c'est l'éducation aux médias. Mais bon, alors, si on regarde, donc vous voyez que je ne défends pas du tout ma paroisse, sur l'action en justice, juste un petit rappel pour qu'on comprenne un peu comment le législateur fonctionne. Quand on agit en justice, quand le législateur crée une action en justice, il a en fait plusieurs buts. Soit il vise à dissuader d'un mauvais comportement et à punir, c'est-à-dire individuellement les auteurs de la faute, soit alors il s'agit plus pragmatiquement d'éteindre l'incendie et d'éviter la propagation de la désinformation dans notre cas. Et pour dissuader et punir, on a ce qu'on appelle une action au fond, où on va statuer, dire la vérité au civil, et on a une action pénale où on va condamner pénalement, voire un emprisonnement, l'auteur du comportement illicite. Alors, ces deux-là n'ont pas été choisis parce qu'effectivement, il manque d'efficacité. La lutte pénale contre la désinformation est assez marginale du point de vue comparatiste. Ce qui est privilégié, c'est effectivement la cessation de l'illicite par le biais d'une action urgente provisoire, donc par le biais des référés et par le biais de l'action urgente du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, sans rentrer non plus dans les détails techniques du CSA, le CSA est doté de pouvoirs quand même très contraignants, puisqu'il peut, à différentes périodes, ordonner la suspension du service jusqu'à la fin des opérations de vote, donc c'est en période électorale. Et or, ou en période électorale, il peut
décider unilatéralement la résiliation d'une convention parce que, bon, pour expliquer rapidement les choses, un service qui produit, qui émet a besoin d'une convention avec le CSA pour pouvoir émettre. Voilà. Et donc, il peut bloquer cette émission en résiliant cette convention précisément. Donc, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Alors, un autre dispositif qui est, lui, sur la procédure civile urgente, donc là, je suis effectivement un des spécialistes en la matière, c'est le référé fake news, le fameux référé fake news de la loi de 2018. Alors, on l'a beaucoup critiqué, mais je pense que tout n'est pas forcément à jeter. Je pointerai du doigt d'abord les avantages et l'originalité. En fait, on a quand même réfléchi, mine de rien, à être efficace. Pourquoi? Parce que ce référé est distinct des autres référés. Il en existe des autres, je passe, mais on a ici établi un changement de paradigme procédural parce que d'habitude, le défendeur, c'est-à-dire l'adversaire qu'on va assigner, c'est normalement l'auteur du comportement illicite. Et l'idée, c'est de punir, normalement. Et ici, ce n'est pas la punition qui est visée, puisque le défendeur, l'adversaire, c'est l'hébergeur, soit celui qui peut matériellement et rapidement faire cesser la propagation, d'autant qu'on lui a mis sur le dos un certain nombre d'obligations. Et puis, deuxième idée, je trouve qui est intéressante, même si l'objet est critiquable, c'est qu'on est face là à un heureux dénouement entre la théorie, le débat efficacité et liberté. Pourquoi? Parce que le référé a précisément pour caractéristique la rapidité, et puis c'est réalisé par un juge. Et le juge judiciaire est garant constitutionnel des libertés. Ce que n'est pas effectivement le CSA. C'est une autorité administrative indépendante, ce n'est pas un juge. Alors, il a des limites intrinsèques, le référé, son champ d'application est restrictif, je ne reviens pas, il n'y a pas d'application internationale à ce texte, donc là, c'est évidemment faible. Et surtout, pour bien qu'on comprenne, et c'est ça que j'ai à cœur, moi, à développer, c'est que le juge des référés a des pouvoirs intrinsèquement limités dans son contrôle de l'appréciation de l'imputation manifestement excessive d'un fait, puisque c'est la condition légale. Le juge des référés, alors peut-être ce sont des termes qui nous sont étrangers, mais le juge des référés est un juge de l'urgence, donc du provisoire, qui ne statue pas sur le fond. Il ne décide rien, il ne tranche rien, il ordonne simplement une mesure urgente. Et pour ce faire, on dit que le juge des référés, c'est le juge de l'apparence, le juge de l'incontestable et du manifestement illicite. Autrement dit, il ne se prononce que si c'est manifeste. Et donc, la plupart du temps, les fake news, c'est un petit peu finaude quand même. Hein. Et donc, forcément, il n'a pas le droit, lui, sans dépasser ses pouvoirs, de faire de contrôle approfondi. Ce n'est pas dans son pouvoir. Donc, du coup, il y a cette fameuse faiblesse intrinsèque du dispositif. Et donc, vous savez dès le départ que le référé n'était pas du tout miraculeux. Voilà. Et donc, il faut l'utiliser à bon escient quand on sait que le juge peut précisément intervenir. Parce que si vous l'utilisez alors que le juge n'a pas les pouvoirs de vérifier l'information, parce que c'est trop complexe, vous faites le jeu de la désinformation, vous transformez l'institution judiciaire en complice de l'infox. Et là encore, je pense que c'est la manifestation de la fameuse faille cognitive, de l'ignorance, de la paresse intellectuelle, parce que on va dire, si le juge des référés a rejeté, c'est parce que forcément, ce qui avait été dit était vrai, ce qui est une aberration totale du point de vue juridique et processuel. Donc, selon moi, la solution passe évidemment par une éducation aux médias, mais en plus par aussi, si on utilise ce biais des référés, par une pédagogie des référés, qu'on n'interprète pas mal ce qu'a dit le juge des référés, ce qui serait véritablement ici contre-productif. Voilà, alors je termine, j'essaie de terminer dans les temps impartis en donnant un petit peu ma version des faits du bilan français, mais qui va aussi qui peut aller aussi sur d'autres droits. Bon, il y a une efficacité intrinsèque limitée parce qu'on guérit les symptômes, je n'y reviens pas. Il y a une certaine inefficacité, soit positive, soit négative.
positive parce que c'est tiré d'un défaut de conception des instruments, pas d'effet territorial, c'est voué à l'échec, et puis des instruments juridiques qui sont passoires parce qu'ils sont trop restrictifs. Mais il y a aussi une inefficacité, à mon sens, qui est pour la bonne cause, parce qu'elle défend l'idée de liberté et de protection. Donc, plus on protège, moins on est efficace. On entre dans un débat sans fin. Voilà, et ça peut même être contre-productif, ces outils existants juridiques. Bon, j'ai analysé une contre-productivité intrinsèque parce que donc on renforce la défiance contre l'establishment en créant des dispositifs qui sont institutionnels et faiseurs de vérité, ce que déteste précisément la cible. Et puis extrinsèque, c'est pas lié à l'outil, mais à la façon dont tu utilises l'outil. Et l'utilisation à la légère du référé amplifie l'infox, à mon sens. Et puis l'utilisation excessive par les plateformes pour un retrait, par exemple, favorise la censure. Donc, on tombe là encore dans des contre-productivités qui ne sont pas souhaitables, d'où effectivement l'idée avec Montesquieu que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Voilà. Je vous remercie du train un petit peu d'enfer que j'ai dû suivre. Merci. Merci beaucoup. Alors, je sais que Divina Fraumex a une contrainte de temps qui l'obligera à nous quitter à 16h30. Donc, on va intervertir d'autant qu'il y a eu pas mal d'appels du pied vers l'éducation média. Donc, je vais présenter Divina, qui est donc normalienne, agrégée et professeure à l'université Sorbonne Nouvelle, boursière Fulbright et Lavoisier, diplômée de l'université de la Sorbonne, de Stanford et de la Nunberg School. Sociologue des médias, elle est spécialiste des contenus et comportements à risque, violence, pornographie, information, ce qui me concerne, et panique médiatique, ainsi que des questions de réception et d'usage des technologies de l'information et de la communication. Elle détient la chaire UNESCO Savoir devenir à l'ère de développement numérique durable, articuler usage et apprentissage pour maîtriser les cultures de l'information. Elle est aussi un des porteurs du consortium européen ECHO, qui a pour but de créer des MOOC à des fins d'usage pédagogique des médias et du numérique. Divina a notamment dirigé le CLEMI, donc le Centre de liaison de l'éducation média et à l'information, qui est l'opérateur de l'éducation nationale, de l'éducation média et à l'information pour le ministère de l'Éducation nationale. Et je crois qu'elle souhaite nous parler en particulier d'un projet qui s'appelle YouCheck, donc vraiment d'éducation média, qui vise à former des jeunes à la désinformation visuelle en s'appuyant sur un plugin qui a été développé par des fact-checkers professionnels. Voilà, Divina, à vous la parole. Merci Julien, merci à tous de votre compréhension. Écoutez, l'éducation aux médias, d'abord des réponses un peu générales sur la question des freins et comment l'éducation aux médias peut aider à résoudre les freins. Je trouve que la présentation juridique était très bonne. J'ai fait partie du groupe européen qui a mis en place le plan d'action sur la désinformation. Et nous, on a bien fait attention en Europe de dire qu'il y a deux types d'acteurs dans la désinformation. Il y a ceux qui la produisent, mais il y a ceux qui l'amplifient. C'est-à-dire, ça peut être l'usager lambda, ça peut être vous et moi. Et donc, on est dans une responsabilité un peu partagée de s'assurer donc qu'il y ait une connaissance par toute la population du phénomène de la désinformation, de sa complexité et du coup du besoin de lutter de la manière la plus démocratique possible, c'est-à-dire non pas par la censure, non pas par la loi, même si elle est nécessaire et elle a fait comprendre un certain nombre de choses aux plateformes, mais aussi aux ennemis de la démocratie, que sont les pays à ingérence, tels que la Russie, pour ne nommer qu'elle, mais la Chine, mais la Turquie et autres. Denis pourra vous dire à peu près quels sont les pays qui ont la démocratie en collimateur. Et donc, on est à la fois dans de l'EMI, mais vous voyez, dans une EMI qu'il a fallu moderniser. Ce n'est pas juste la presse écrite, c'est les médias sociaux. Ce n'est pas juste l'actualité, c'est aussi ce que la data vient faire par le biais des algorithmes à l'actualité et à sa promotion. Donc, on s'est retrouvé à un rythme, une marche forcée pour
se remettre à jour alors qu'on a tous été au début extrêmement comment dire, déséquilibrés par l'arrivée de cette désinformation. Les premiers à avoir réagi, en fait, ce sont les fact-checkers, les journalistes eux-mêmes qui avaient leur cœur de métier qui était menacé et dont il a fallu réinstaurer la crédibilité et l'utilité dans nos démocraties. Et donc, ils ont été les premiers, en quelque sorte, à produire des outils presque de protection de la profession, notamment des outils numériques. Des outils de fact-checking et maintenant et des associations, même des entreprises de fact-checking ou même au sein des entreprises journalistiques, des instances qui faisaient du fact-checking. À l'AFP, par exemple, il y a une petite cellule AFP Factuel qui fait cela. Et donc, on a eu l'impression que l'éducation aux médias par rapport aux fact-checkers bougeait un peu moins vite. Le plan de désinformation, de lutte contre la désinformation de l'Union européenne a toujours maintenu les deux, le fact-checking et l'éducation aux médias, comme les deux freins les plus pertinents, mais les plus à long terme, donc politiquement sans doute les moins intéressants, mais à long terme sans doute les plus fondateurs. Et donc, nous avons essayé au sein du projet UCheck de combiner les deux, de se dire il y a un outil magnifique produit par les fact-checkers, c'est un outil de désinformation, de lutte contre la désinformation visuelle qui s'appelle InVid We Verify, qui est un outil qui a été développé par un consortium de chercheurs européens et d'autres acteurs, comme par exemple l'AFP. Et que peut-on faire pour que cet outil se démocratise, se retrouve dans un usage qui soit possible pour des non-professionnels du journalisme et de la désinformation. Voilà, donc ça a été un petit peu l'enjeu, si vous voulez, du projet Crossover, de mettre cet outil un peu complexe, très professionnel, entre les mains de jeunes et d'enseignants, d'éducateurs. Voilà. Sachant qu'en éducation aux médias, bien sûr, l'entrée par l'outil, c'est la moins privilégiée. On a une entrée par le faire, on a une entrée par la prise en main, bien sûr, que ce soit de la télévision, de la presse, etc. Mais on est toujours dans une approche plus holiste, où il faut d'abord expliquer les enjeux démocratiques de la désinformation, les enjeux de la presse, de l'actualité, pour se faire une opinion, la différence entre le fait, l'opinion, etc. Et notre exercice a bien constitué effectivement à implanter l'outil dans cet environnement où on a sensibilisé d'abord les jeunes et les enseignants à cette urgence démocratique dans laquelle nous sommes d'ailleurs toujours. Et c'est ça qui a permis de faire en sorte que l'outil soit accepté dans les classes, parce qu'il y a une première tendance par les enseignants de dire « moi non, un instrument je veux bien, un outil non, c'est juste, on n'est pas là pour ça ». Donc il a fallu, dans une première étape, aller contre une certaine forme de résistance des enseignants, notamment des personnes formées en EMI, de dire « ouh là là, une entrée par l'outil, pas question ». Donc on a préparé un plan de cours, si vous voulez, en 2 heures, 2 à 3 heures, dans lesquelles l'enseignant faisait réfléchir les élèves sur la crédulité, et sur la crédibilité, donc des questions presque philosophiques, puis les amener petit à petit au fait qu'il y avait peut-être des solutions dont ils n'étaient pas conscients, et amener l'outil et ses fonctionnalités comme une des solutions. Voilà. Et donc, en 3 heures à peu près, on a monté ce type de formation. Un des enjeux étant effectivement… Bon, ok, merci. Je me sens concernée par le dessin. Et donc, cette expérimentation, je vous laisserai le PowerPoint, bien sûr, à disposition, vous pourrez le voir très clairement. Les publications n'ont eu lieu qu'en anglais pour le moment, je n'ai pas le temps de publier en français, mais on va y arriver. On a mesuré donc avec des tests avant-après l'impact de la performance, l'idée étant pour nous vraiment de pouvoir montrer s'il y avait ou pas un changement de comportement.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2 heures, 3 heures, la performance des étudiants dans les 4 pays concernés, Suède, Roumanie, Espagne, France, a changé très visiblement, hein, ce qui est en général très rare à montrer en éducation, hein, des changements de performance. Hein. Les étudiants ont été meilleurs. Je parle d'étudiants de 15-17 ans, hein, donc en lycée, se sont améliorés dans leur performance pour décrire si une information était vraie ou fausse. Hein. En termes d'utilisation des outils de vérification, alors là, les résultats entre le pré-test et le post-test ont été incroyables. La Roumanie avait 23% au début, hein, en pré-test pour les outils de vérification. Elle finit à 91%. C'est le pays qui a eu le plus besoin de ce genre de formation et d'apprentissage. La France était à 29%, elle est passée à 42%. La Suède était à 8%, elle est passée à 27%. C'est le pays qui en avait le moins besoin, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éducation aux médias déjà en Suède. Hein. Donc, pour vous dire que l'intervention a attiré l'attention des jeunes sur le fait qu'il y avait des outils, des solutions. Hein, et pour eux, c'était aussi un grand soulagement, hein, de ne pas se trouver seul, hein, face à cette décision. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je clique pas, etc. Le changement de comportement, là aussi, a été assez remarquable dans tous les pays, peut-être le moindre étant la France, hein, puisqu'on a vu une baisse de je dis que c'est faux parce que je me fie à mon instinct, qui était un peu leur réaction au départ, hein, qu'il fallait déjà pouvoir enregistrer, hein, et une hausse alors très intéressante pour nous de l'attention au design de l'image, vraiment faire attention aux images alors qu'ils sont bombardés, hein, et on pourrait penser qu'ils les avalent sans réfléchir. Non, vraiment une attention au design et une attention à la recherche de sources fiables, y compris donc des sources de fact-checkers. Hein. Donc là, on pouvait voir une espèce de cercle vertueux, hein, où l'existence de sources de fact-checkers, de sites de fact-checkers, hein, plus encore que l'outil de vérification, hein, faisait partie, si vous voulez, du périmètre, hein, de l'éducation aux médias, à l'information. Hein. Et en France, on a eu les mêmes tendances, mais un peu moins visibles. C'est attribué, et c'est quelque chose que je voulais signaler parce qu'on a vérifié aussi auprès du groupe suédois. Hein. Il se trouve que dans les pays où il y avait beaucoup d'EMI, beaucoup de formation et éducation aux médias et à l'information, notre intervention a eu moins de succès que dans les pays où il y en avait très peu, où l'appétence, hein, pour ces outils, pour ces solutions, a été beaucoup plus enthousiaste que dans les pays où les étudiants sont assez formés déjà, hein, à détecter ce genre de choses. Hein. Et dernier point qu'on vérifiait, on a vérifié l'attitude à l'égard du plugin lui-même, hein, de InVid-We-Verify. Hein, et là aussi, on a vu une augmentation de l'appréciation de l'outil malgré sa difficulté de prise en main. Donc, si vous voulez, hein, un succès complet, hein, en très peu de temps, qui nous a fait arriver à 2 ou 3 conclusions, hein, que je veux partager avec vous. Hein. C'est en parlant de freins, c'est là justement on accélère. Hein. L'éducation aux médias peut être une stratégie de réponse rapide pour lutter contre la désinformation en ligne. Hein. On nous reproche toujours, nous, dans l'éducation, d'être des lents, hein, et des ralentisseurs même, hein, si je puis dire, parce qu'on prend le temps, parce qu'on a des années, etc. Hein. Mais là, on a fait la démonstration que dans un cas d'urgence comme dans lequel on était, hein, c'est un outil de réponse rapide. On peut, hein, donc former à la pensée critique, hein, et sensibiliser les jeunes au risque de désinformation après des interventions courtes de ce type, hein, sans nécessairement passer par les journalistes, hein, parce que souvent la solution c'est d'envoyer un journaliste dans les classes, hein, modèle entre les lignes. Là, c'est l'enseignant avec les élèves, hein, qui restent donc dans son environnement de confort, hein, et les outils d'alphabétisation visuelle, hein, que nous avons mis en place en collaboration avec les fact-checkers, hein, peuvent donc améliorer, hein, les compétences de la population en matière de vérification des faits, de lutte contre la désinformation en ligne. Voilà, alors ça c'est le gros du message que je voulais vous faire passer. La suite du message, c'est qu'on peut continuer à former et à augmenter, hein, et que c'est ce qu'on va faire avec le projet actuel qui s'appelle YouVerify,
où nous allons du coup massifier cette recherche et cette formation en passant à un MOOC, un cours massivement ouvert en ligne, sur qu'on appelle la désinformation pas à pas, hein, qui va avoir 3 gros modules, ce cours. Un qui est justement comprendre la désinformation, hein, 2 qui est vérifier qu'est-ce que c'est, hein, et 3 qui est réfuter, hein, comment on peut faire des contre-discours, hein, comment on peut aller à l'encontre des biais cognitifs, hein, et comment on peut utiliser maintenant les différentes ressources et personnes ressources qui existent dans le monde de la désinformation, hein, et qui a montré la capacité quand même des démocraties à réagir, hein, parce qu'on s'est trouvé d'une période en 2016 où on était assez démunis, à une période en 2020 où on est relativement riche, y compris, on l'a vu, hein, en loi, hein. La leçon à plus long terme que j'en tire pour l'éducation aux médias et à l'information, hein, c'est que par contre là, nous avons besoin de nous mettre à jour en éducation aux médias et à l'information dans les compétences en littératie visuelle, vraiment, hein. Il faut revoir ce qu'on savait dans les années 1980-90 sur la grammaire de l'image, etc., hein. Il y a clairement dans le numérique une autre façon de regarder. Nos jeunes ont une autre façon de regarder, hein. Ils latéralisent, ils font des comparaisons, ils font des inversions, ils fragmentent, ils morphent, etc., etc., hein. Et nous devons, nous les adultes, nous familiariser avec cette littératie visuelle augmentée par le numérique, hein, pour pouvoir les aider à mieux la maîtriser, hein. Et l'avantage qu'on avait avec un outil comme InVid ou Verify, je laisserai Denis davantage en parler, c'est qu'on avait un outil smart. Ce n'était pas un outil juste basique, c'est un outil intelligent qui se base sur des comportements cognitifs comme la recherche en similarité, comme l'inversion d'image, comme la comparaison, comme la latéralisation, hein. Et là, je pense que nous sommes dans une stratégie très intéressante pour propulser l'EMI dans les compétences du 21e siècle. Merci. Merci beaucoup. Alors, la transition est du coup toute trouvée vers nos collègues des sciences de l'informatique, puisqu'on parlait d'outils technologiques et numériques. On va voir un petit peu où eux-mêmes en sont sur les aspects de détection et de contre-argumentation sur les fake news. Alors d'abord avec Vincent Claveau, chargé de recherche en informatique HDR au CNRS à l'IRISA de Rennes, après un postdoctorat à l'Université de Montréal et un séjour de recherche à l'INSERM à Paris. Ces recherches portent sur la recherche d'informations, le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique, avec un accent particulier sur l'extraction d'informations à partir de textes, mais aussi à partir de documents multimodaux. Bonjour. Alors, bonjour Vincent. On va voir avec lui que d'un point de vue informatique, les fake news peuvent prendre différentes formes. Et récemment, le dévoiement d'algorithmes d'apprentissage profond de deep learning fait également émerger de nouvelles menaces, les fameuses deepfakes. Alors voilà, on va se demander comment le traitement automatique de langue couplé à la vision par ordinateur peuvent être utilisés pour détecter les différents types de fake news. Voilà Vincent. Parfait. Alors les questions de spiritisme habituelles, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Bon, et ben c'est parti alors. Alors effectivement, ça se tuile très très bien avec l'exposé précédent finalement. Mais je vais commencer par très rapidement remercier les organisatrices et organisateurs, hein, de cet événement-là pluridisciplinaire. Je trouve ça super intéressant. Tous les exposés sont vraiment très très bien. Alors vous verrez au fur et à mesure de mes planches à moi que je suis pas toujours tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs personnes pour parler de ces choses-là. Alors allons-y. Alors oui, non, très rapidement quand même, je vais parler un petit peu de détection automatique des fake news. Donc je vais parler vraiment d'un point de vue très informatique. Je vais parler de travaux qu'on a fait ici à Rennes avec mes collègues là qui sont cités sur ce transparent, mais je vais aussi aborder plein de travaux, hein, qui ont été faits par d'autres collègues, hein. Voilà. Alors, bah, justement, contrairement à ce que disait un des intervenants ce matin, la fake news pour moi, c'est vraiment, un objet qui est, informatique, quoi. Il faut vraiment le considérer comme ça. Alors, bien sûr, il y a eu des opérations de désinformation, des fois massives, hein, avant ça, hein. On connaît tout un tas d'exemples. Mais le fait qu'on se place dans un monde informatique, change un petit peu la donne. On a un faible coût de production, de fausses informations.
notamment, on a des outils informatiques qui sont disponibles, relativement simples d'utilisation, par exemple pour manipuler des photos, pour truquer des photos. On a un très faible coût de diffusion, et ça me semble être particulièrement important. Donc il y a évidemment les réseaux sociaux et puis d'une manière plus générale toute la cybersphère. Et puis, lié à ça, eh bien, on a ces fameuses bulles de filtre qui fait que, quelle que soit l'opinion qu'on ait, elle n'est jamais minoritaire. En tout cas, elle n'est jamais ressentie comme minoritaire, et parce qu'on trouve toujours plein de gens, voilà, c'est c'est la loi des grands nombres. On trouve toujours plein de gens, qui sont quand même d'accord avec nous. Hem, et puis, avec cet aspect, informatique, là, on a une balance bénéfice-risque qui est relativement avantageuse, hein. C'est-à-dire qu'on a un anonymat qui est relatif, sur internet. Heu, on a des législations qui sont multiples, pas très bien faites et qui sont relativement peu appliquées et peu applicables. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies en fait pour avoir, un phénomène massif. Alors, c'est un objet informatique, la fake news, et c'est aussi un objet multimodal. Alors ça peut être composé de textes, d'images, de vidéos. On a des informations sur les profils utilisateurs de gens qui colportent ces informations-là. On a des informations sur la réaction à ces informations-là, sur, différentes traces d'interaction. On met des likes, on met des petits visages grimaçants, voilà. On a tout un tas d'informations. Toutes ces informations-là peuvent être manipulées, soit directement, soit indirectement, mais elles peuvent toutes être manipulées, et en même temps, elles nous offrent aussi, toutes ces informations-là, des moyens de détecter des informations qui seraient fausses ou en tout cas, suffisamment tendancieuses pour qu'on les regarde hem, avec une attention toute particulière, quoi. Et alors, une fois que j'ai dit ça, c'est pas tout à fait le transparent que j'attendais, mais quelques chiffres. Heu, bon, alors, ça a déjà été dit, je vais passer très rapidement, hein. Les gens s'informent de plus en plus exclusivement sur les réseaux sociaux, hein. On a parallèlement à ça des tentatives des plateformes de réseaux sociaux d'essayer un petit peu de de réguler, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Finalement, c'est plus des opérations d'apparence. Et puis, à côté de ça, on a des études là qui montrent un certain nombre de choses, qui montrent notamment que les fausses informations se diffusent plus vite et plus loin dans le réseau, que, des informations, légitimes. Ce que je disais ce matin dans le chat, alors on peut discuter des chiffres, mais juste pour vous dire que, c'est pas la faute des jeunes, hein, c'est pas spécifiquement la faute des jeunes, c'est, toutes les tranches d'âge, partagent des fausses informations, et il y a des tranches d'âge qui votent plus que d'autres, hein, et comme par hasard, c'est celles qu'on trouve à diffuser le plus de fausses informations, donc les risques sont pas les mêmes, hein, selon les tranches d'âge. En tout cas, les risques en termes de, fake news politiques. Heu, mais je reviens à mes histoires d'informatique. Donc, on voit que la fake news, c'est un objet qui est multimodal, et ben, finalement, l'informatique, c'est pas un champ disciplinaire qui est unique. On est tous spécialistes de quelque chose, et si on veut attaquer les fake news, eh bien, on a besoin de mobiliser des compétences qui sont extrêmement diverses. Parce que quand on manipule du texte, eh bien, c'est plutôt des gens qui font du traitement automatique des langues. Quand on est plutôt sur, de l'image ou de la vidéo, détecter les photoshoppages, ben, on est plutôt sur de la vision par ordinateur. Quand on est plutôt sur de l'analyse de la diffusion, ce qu'on appelle le path checking, donc regarder par où est-ce qu'une information, est passée dans le réseau pour essayer de déterminer, si elle est valide ou pas, eh bien ça, c'est plutôt de l'analyse de graphes, et voilà. Et ça, ce sont des compétences qui sont, différentes, hein, il y a rarement un chercheur qui dispose de toutes ces des compétences-là, et donc c'est un problème qui est difficile d'attaquer, et voilà, il y a pas une fake news, avec, qu'on saurait attaquer avec une technique particulière. On a plein de types de fake news et plein du coup, de compétences à mettre en œuvre pour pouvoir essayer de les détecter. Alors, je vais passer très rapidement du coup sur quelques exemples, hein, de types de fake news, mais types d'un point de vue informatique, hein, et puis de comment est-ce qu'on en arrive à s'en sortir ou pas. Il y a déjà tout d'abord tout ce qui concerne, le texte, hein, donc je pense que ça sera aussi l'objet de la prochaine, présentation de Serena. Là, je vous fais part d'une expérience qu'on avait menée il y a quelque temps maintenant, sur essayer de détecter automatiquement des articles qui venaient, de sites qu'on dit de réinformation, par rapport à des sites qui viennent de médias plus traditionnels. Et pour faire ça, on utilise des techniques d'apprentissage
C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui disons quels sont les critères sur lesquels l'ordinateur doit s'appuyer pour faire la différence, mais c'est l'ordinateur qui doit tout seul trouver ces critères-là. Et pour les trouver, évidemment, ce qu'on lui donne, et ça, c'est particulièrement important, c'est des jeux de données qui sont étiquetés, c'est-à-dire des exemples de chacune des classes, donc des exemples d'articles qui viennent de sites de réinformation et des exemples d'articles qui viennent de médias traditionnels. Et donc, la définition même de la fake news ici est cachée. Elle est cachée dans le fait qu'on fournisse des données qui sont étiquetées. Donc, c'est la personne qui a étiqueté les données qui, en quelque sorte, donne la définition de la fake news à l'ordinateur qui va essayer de trouver les caractéristiques qui distinguent une classe de l'autre. Donc là, on a des scores qui dépendent de nombreux paramètres. Alors, je vous donne quelques scores quand même pour vous donner une idée. On arrive relativement bien à distinguer ces deux types de publications parce qu'il y a plein d'indices stylistiques en fait, qui ressortent assez facilement. Et donc, l'ordinateur n'a pas vraiment besoin d'aller chercher très, très loin en fait, pour trouver des choses qui distinguent ces deux types de publications. Donc, c'est pareil, je ne m'étends pas là-dessus. Je pense que Serena parlera de ce genre de choses là-dessus, notamment de tout ce qui est recours à l'émotion, qui est vraiment un marqueur typique de la fake news. Alors on fait ça pour des articles, on fait ça pour des tweets aussi évidemment. Alors les tweets, c'est plus compliqué pour nous parce que les textes sont plus courts, les registres de langue sont très très variés, très variables. On a une grande, comment on peut dire ça, une grande inventivité orthographique. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on arrive aussi. Donc il y a des campagnes d'évaluation là, on a des scores sur ces campagnes d'évaluation-là. Donc, ça, encore une fois, c'est en prendre avec des pincettes parce qu'il faudrait que je vous présente tout le contexte, mais on arrive à avoir des outils qui détectent automatiquement les informations, mais vous voyez, avec une précision qui est seulement de 70%. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir là pour tout ce qui est la partie texte, c'est qu'on a une approche qui est très pragmatique. On ne donne pas de définition en amont de ce qu'est une fake news. On ne dit pas à l'ordinateur comment détecter la fake news. C'est la machine qui va se débrouiller toute seule avec un jeu de données qui est annoté par un expert. Donc on a une approche qui est un petit peu agnostique, qu'on peut comme ça appliquer à plusieurs jeux de données, hein. Et ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est pas du tout à imiter le raisonnement humain, le fonctionnement humain pour démonter une fake news, hein. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à optimiser le résultat. Si l'ordinateur y arrive par des biais qui sont complètement différents de ce qu'un humain aurait pu faire, eh bien, ça ne pose aucun problème. Dans les approches qu'on a, il faut noter particulièrement qu'on ne tire pas parti de connaissances externes, et ça fait partie des limites de ces approches-là. Donc on se base vraiment juste uniquement sur ce qui est contenu dans le texte. Alors, un cas plus classique sur lequel les chercheurs en informatique s'attachent depuis longtemps, hein, c'est la détection des manipulations d'images. Alors, c'est pareil. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que la manipulation d'images, c'est aussi quelque chose qui est très, très vaste et les types de manipulation sont très différents et du coup, n'appellent pas forcément la même réponse en termes d'outils de détection. Donc là, je vous mets des types d'attaques différents, hein, avec des personnes qui disparaissent, des objets qui sont ajoutés, des objets qui sont dupliqués, et puis la personne qui est là, et cette photo-là, eh bien, c'est une photo qui est entièrement générée artificiellement. C'est-à-dire que cette personne n'existe pas, ni le fond, ni rien du tout. C'est une image qui a été entièrement générée artificiellement. Alors, il y a ce domaine-là de détection de trucage existe depuis longtemps. Il y a des techniques qui sont issues d'un domaine qu'on appelle l'image forensics, dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout que ce n'est pas spécialement ma spécialité, hein. Mais on arrive parfois à détecter qu'il y a des objets qui ont été insérés et on arrive à le détecter en voyant que l'image, non pas telle qu'on l'aperçoit, mais telle que l'ordinateur peut la regarder, a subi des altérations. En tout cas, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Une des choses les plus connues, hein, c'est la double compression JPEG. Une image qui a été compressée, elle a un certain nombre de traces dedans, notamment ce qu'on appelle un pas de compression. Et si on fait un ajout dans cette image d'un autre objet, eh bien, cet autre objet n'a pas nécessairement le même pas de compression, et ça, on va pouvoir le détecter. On ne peut pas le détecter à l'œil nu, mais on peut le détecter avec la machine. Alors, ces techniques-là ne sont pas toujours utilisables. Alors, il y a d'autres approches, notamment des approches qui sont basées sur essayer de retrouver quelles sont les images originales qui auraient pu donner lieu à ce montage. Donc là, une image très classique qu'on voit dans
dans tous les ouragans, là, un requin sur une autoroute, bon, on est capable de retrouver l'image originale dans laquelle le requin a été utilisé. Donc, vous voyez, là, on a une approche qui est complètement différente. On ne va pas analyser l'image en tant que telle très finement. On va essayer plutôt de retrouver si on ne peut pas trouver des traces de montage ailleurs, c'est-à-dire les images conservées au montage. Alors, autre type d'attaque dont vous avez certainement entendu parler, hein, c'est tout ce qui a été regroupé sous le nom de deepfake. Et là encore, ce que je veux faire passer comme message, c'est que ces deepfakes, ça recouvre des choses qui sont très différentes et que donc les réponses à ces deepfakes doivent être aussi différentes. On a bon, ce qui est très populaire, le face swapping, hein, l'échange de visage, hein. On va coller le visage de quelqu'un d'autre et puis sur une vidéo, ce visage va suivre les mêmes expressions que le visage original, hein. C'est pas juste une image qui est collée comme ça, hein. Il y a tout ce qui est resynchronisation des lèvres. Donc là, on peut faire dire à Obama ce qu'on veut. Il y a tout ce qui est marionnettage où on peut carrément faire bouger. Là, il s'agit en plus d'images fixes, hein, de photos qu'on arrive maintenant à animer, à marionnetter. Et ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est génération de contenu artificiel. Donc là, tous les visages que vous voyez ici, ce sont des visages de personnes qui n'existent pas. Ce sont des visages qui ont été générés complètement artificiellement. Alors, autant pour les visages, les images, c'est connu, autant pour le texte, ça l'est moins, mais il y a aussi des attaques sur les textes de type deepfake, c'est-à-dire qu'on a détourné des techniques d'apprentissage artificiel qui sont les réseaux de neurones profonds pour produire du texte selon le style d'eux. Alors, là, je vous donne un exemple qui est pas malicieux, c'est-à-dire que on ne cherche pas à tromper l'utilisateur. Là, on sait très bien que ce sont des tweets qui sont générés artificiellement, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Donc là, c'est des tweets qui sont générés dans le style de Donald Trump. Vous pouvez lire, on on pourrait s'y laisser prendre, hein. Donc ces techniques de génération de texte, ça marche très, très bien. Alors juste pour le fun, je vous ai fait un petit exemple là, dans le style de BFM TV. Ce que j'ai fourni en amorce au système, c'est j'ai inventé un titre qui veut absolument rien dire, hein, le prix Nobel de sport 2021 décerné au Français Julien Falgas. Et puis là, je vous donne 2 exemples de ce qui a été généré par mon modèle de langue, hein, par ce système-là. Vous voyez, où on a quelque chose qui a l'apparence d'une news. Alors si on creuse un peu, si on lit dans le détail, vous allez voir qu'il y a des incohérences, il y a des choses qui collent pas très bien, mais voilà, on pourrait s'y laisser tromper. Donc on est capable de générer des faux textes suivant le style de quelque chose, suivant le style de l'AFP, suivant le style de alors, vous allez me dire: «C'est pas nouveau, il y a des pages web spam qui existent depuis longtemps». Ce qui est nouveau, là, en fait, c'est que les techniques qu'on utilise, ces fameuses techniques de réseau de neurones, donnent une qualité qui est vraiment très, très bonne, hein. Donc, on a des exemples maintenant, d'utilisation pernicieuse de ces systèmes-là pour tromper les gens, hein. Donc un blog, qui a été, entièrement, écrit, artificiellement et qui a percé, voilà. Donc, est-ce qu'on peut détecter ces deepfakes? Et la réponse est, oui et non. Alors pour tout ce qui est texte, on retombe sur les mêmes problèmes que précédemment. C'est un problème de classification de texte. On va laisser l'ordinateur essayer de se débrouiller pour trouver ce qui distingue les vrais textes des textes générés artificiellement. Alors je vous donne, quelques exemples, ici de chiffres, toujours à prendre avec des pincettes, tant que vous n'avez pas le contexte, mais ça vous donne quand même une idée. On a à peu près 80 de précision, c'est-à-dire qu'on arrive à détecter les faux textes, enfin à donner le bon label dans 80 des cas, ce qui est un tout petit peu mieux que ce que l'humain fait, hein, sur les mêmes textes, hein. Et ce qui est intéressant là dans cette étude-là, en tout cas, c'était que les humains et la machine ne se trompaient pas du tout sur les mêmes textes et évidemment n'utilisaient pas du tout le même type d'indice. Alors ce qui est compliqué avec ces histoires de deep learning, de deepfake, c'est qu'en fait, dès lors que vous avez un détecteur de deepfake, il peut être très facilement intégré au générateur de deepfake pour faire en sorte que la prochaine génération ne se fasse plus attraper. C'est ce que j'appelle le risque adversarial. Et ça, c'est dû au fait que à la fois le détecteur et le générateur utilisent en fait les mêmes technologies, elles se marient très, très bien. Et donc ça, c'est évidemment un vrai problème. Dernier type de fausses informations sur lesquelles je vais aller très rapidement, c'est tout ce qui est décontextualisation.
Donc là, j'ai parlé un peu de texte, un peu d'image. Là, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a une image, mais cette image-là n'a pas été truquée, elle est juste réemployée dans un contexte qui n'est pas son contexte initial et véridique. Et évidemment, c'est un contexte qui est utilisé pour tromper, hein. Ça, c'est un type d'attaque à l'information qui est très courant parce que c'est très facile à faire. Il suffit de prendre une image et puis de mettre un texte qui n'a rien à voir dessus. Donc ça, c'est à la portée de n'importe qui. Et ça, c'est assez difficile à détecter parce que ça nécessite une étude conjointe du texte et de l'image pour savoir si le texte et l'image racontent la même chose. Alors, souvent, les manipulations concernent les personnes qui sont citées dans l'image, donc qui peuvent être fausses, évidemment, les organisations, tout ce que nous, on appelle en fait des entités nommées, donc les noms de personnes, de lieux, les dates, etc. Bon, voilà des exemples assez classiques, des images de guerre qui ne sont pas de là où on croit, des choses comme ça. Donc, problème assez compliqué ça, hein, parce que, donc encore une fois, il faut, être capable de vérifier que le texte et l'image racontent la même histoire et donc il faut être capable de représenter pour la machine, en tout cas, hein, de représenter, conjointement le texte et l'image. Ou alors, comme un petit peu tout à l'heure, de retrouver la source initiale, de l'image et de voir, si, le texte qui y était associé à l'époque correspond bien au texte qu'on est en train d'examiner. Hem, donc voilà, c'est un problème ça, ce qui est assez compliqué. Alors juste quelques dernières remarques là à ma présentation, hein. Hem, donc les fake news, la chose quand même à retenir peut-être de ma présentation, hein, en fait, c'est que d'un point de vue informatique, il n'y a pas un type de fake news, il y en a plein et les ripostes, à ça du coup sont très dépendantes du type de fake news. Elles sont plus ou moins détectables, et vous voyez que toutes les approches qu'on utilise, sont basées maintenant sur de l'apprentissage automatique. Ça veut dire qu'il nous faut une base d'entraînement, pour, entraîner nos algorithmes. Et les enjeux, du coup, sont des enjeux de généricité, c'est-à-dire si j'ai un détecteur de fake news, qui a été détecté, qui a été fait spécialement pour les fake news du Covid, comment est-ce que je fais pour l'adapter très rapidement à une fake news, sur le monde politique maintenant? Voilà, c'est ces enjeux-là qu'on doit attaquer en tant que chercheur. L'autre enjeu, c'est, la rapidité de la détection versus la rapidité de la diffusion. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les fake news se diffusent beaucoup plus vite que les vraies informations et ça, c'est un vrai problème parce que le temps que les ripostes se mettent en place, en fait, la fake news, elle a déjà fait son travail. Ce qui concerne le texte, l'image, le repurposing, tout ça, ce sont des menaces qui sont avérées, hein. C'est des fake news qui sont simples à construire et difficiles à détecter. Ce qui concerne le deepfake, pour l'instant, ce sont des menaces potentielles. Cela étant, les outils, les compétences pour construire des deepfakes, sont de plus en plus accessibles, hein. Un simple PC de gamer et quelques connaissances en programmation suffisent. Heu et juste pour, dire, les outils qui sont utilisés pour faire les deepfakes, ont plein d'autres utilisations qui, elles, sont plus tout à fait, légites, hein, c'est pas une question de technologie, hein, c'est vraiment une question d'usage de ces technologies. Et ce que je vous faisais, remarquer, c'est qu'il y a un risque adversarial avec, ces histoires de deepfake et de détecteurs qui peuvent être couplés. Hem Pour ce qui est des freins, donc vous voyez, il y a une riposte scientifique, hein, il y a plein de chercheurs du coup de plein de sous-domaines de l'informatique qui s'attaquent à ces problèmes-là. On a des conférences dédiées, on a des compétitions, il y a des programmes de recherche et du coup, voilà, il y a Denis Tessou qui est là, je le vois dans les participants. On en a parlé, hein, des programmes européens, INVI de WeVerify. Voilà, il y a plein de programmes de recherche sur les différents aspects de ces fake news que j'ai donnés et donc ces programmes, impliquent la plupart du temps, des journalistes. Toujours dans les ripostes scientifiques, il y a des questions d'éthique qui se posent pour nous et des questions d'usage, qui vont influencer nos choix techniques. C'est, quel est le public qui est visé par les outils qu'on développe? Est-ce que c'est le grand public? Est-ce que c'est le journaliste? Est-ce que c'est vraiment, le spécialiste de la vérification? Et dans ces cas-là, en fonction de ces publics-là, la question de l'acceptabilité de la technologie n'est pas la même et ça, ce sont des problèmes qui sont assez compliqués à traiter. L'autre problème qu'on a, c'est celui de la responsabilité. Qui décide de ce qui est vrai? Donc, comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, nous, les techniques qu'on utilise sont basées sur de l'apprentissage et donc forcément, c'est dans les données d'entraînement que, se fait un petit peu tout le cœur de la définition de ce qui est une fake news ou pas. Et donc la question des biais de ces données-là est importante. Le risque adversarial, j'en ai déjà parlé, le risque des détournements des technologies qu'on développe pour créer des fake news encore plus réalistes, j'en ai parlé aussi.
La question de l'automaticité complète ou non se pose, hein. Est-ce qu'on fait des outils qui sont juste là pour censurer? Est-ce qu'on fait des outils qui sont là pour avertir? Sachant que ça marche pas très, très bien l'avertissement pour le grand public, hein. Voilà, tout ça pour dire que finalement, en tant qu'informaticien, je vous donne une réponse qui est pas terrible, hein, qui est de dire que la réponse aux infox, hein, ça peut pas être une réponse qui est purement scientifique ou technique ou informatique, quoi. Les avertissements, on l'a vu dans plein d'études, hein, c'est pas dissuasif, voire ça accélère la diffusion parce que voilà, vous voyez, plus que cette information est flaguée comme étant potentiellement fausse, c'est bien la preuve qu'on essaie de nous cacher la vérité. Et voilà. Puis il y a une étude aussi que j'aime bien de Émeric Henry, hein, sur les élections, les dernières présidentielles. La conclusion, c'était calomnier, il en restera toujours quelque chose, hein. Vous avez beau être exposé au démenti de la fausse information, il y a quand même eu un effet de la fausse information. Riposte sociale et légale, je ne veux pas empiéter sur mes camarades. Éducation média, on en a parlé. La loi, on en a parlé, hein, et notamment, moi, je ne suis pas légiste, hein, mais par contre, sur les aspects techniques qui ont été incorporés dans la loi, ça rend la loi à peu près inapplicable, notamment pour cet aspect de référé, hein, c'est juste à peu près inapplicable. La riposte des plateformes, évidemment, les fake news, elles circulent beaucoup sur les plateformes des réseaux sociaux. Alors, il y a des efforts de curation qui sont publicisés, un petit peu contraints et forcés, je dirais, par les plateformes, hein, mais en fait, c'est difficile de juger de leur impact en vérité, hein. Et alors, on se trouve un petit peu dans un paradoxe, vu la rapidité de diffusion des fake news, il faudrait que les outils de détection soient mis le plus tôt possible, hein. Donc le plus au cœur possible des plateformes. Donc c'est un petit peu les plateformes qui sont les seules aptes à mettre des outils qui seraient réellement efficaces. Mais du coup, ça pose une question qui est un petit peu délicate, est-ce qu'on veut vraiment faire de ces plateformes les garantes de l'équilibre entre censure et liberté d'expression? Sachant qu'avec même les meilleures intentions du monde et même avec les outils les plus performants du monde, le free speech à l'américaine, c'est pas la liberté d'expression à la française. Donc de toute façon, on a des plateformes qui sont multinationales et voilà, ça pose des problèmes un petit peu compliqués. Et voilà, je termine Merci là-dessus. Vincent. On va devoir vous interrompre pour laisser la parole à Serena et que Anne dispose également encore d'un peu de temps pour nous parler, qu'on puisse échanger un petit peu aussi après tout ça. Merci Vincent. Serena Villata, qui est chargée de recherche en informatique au CNRS et qui poursuit ses recherches au laboratoire I3S de Sophia Antipolis, où elle est membre de l'équipe mixte WIMIX. Spécialiste en intelligence artificielle, ses travaux actuels portent sur l'extraction d'informations et l'argumentation en langage naturel, notamment dans les textes juridiques et médicaux, les débats politiques et les réseaux sociaux. Depuis juillet 2019, elle est lauréate d'une chaire en intelligence artificielle au sein de l'Institut 3IA de Côte d'Azur sur Artificial Argumentation for Humans. Et depuis janvier 2021, elle a pris la fonction de directrice scientifique adjointe de l'Institut. Elle est aussi membre du Comité national pilote d'éthique du numérique, où elle a été co-rapporteure du bulletin sur les enjeux éthiques dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Dans un bulletin récent dont Serena Villata était co-rapportrice, le Comité national pilote d'éthique du numérique a discuté les enjeux éthiques de la désinformation en ligne, les enjeux que cette désinformation soulève par rapport aux médias sociaux et aux algorithmes qu'ils mettent en place pour faire de la modération de contenu. Cependant, il ne suffit pas d'identifier, de signaler la désinformation pour la contrer. Serena, vos recherches visent à générer des contre-argumentations. Vous allez nous en dire un peu plus. Oui, merci. Merci pour l'invitation déjà. Alors, je partage mon écran. Alors, il est là. J'imagine que vous voyez mon écran. Alors, je vais commencer par vous présenter un peu les résultats à lesquels nous, on est arrivés au sein du Comité national pilote d'éthique du numérique avec mes co-rapporteurs, Manuel Didier et Célia Zolinski. Alors, déjà, comme vous le voyez, parmi nous, il y a un sociologue, une informaticienne, moi-même, et une juriste. Du coup, quand on attaque les problèmes de la désinformation, c'est vraiment important d'avoir une approche multidisciplinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on était intéressés surtout aux enjeux d'éthique, aux moyens informatiques, numériques mis en place pour réguler la désinformation en ligne pendant la crise Covid. Parce qu'on a eu vraiment une augmentation importante de la désinformation en ligne,
surtout par rapport à la COVID. Et du coup, on est intéressé à étudier cela, surtout sous l'angle des enjeux d'éthique. On a mené 10 auditions qui étaient très instructives par rapport à comment, notamment, les grands acteurs, les plateformes, ont mis en place des outils numériques pour gérer, modérer la diffusion de la désinformation en ligne. Et du coup, on a eu des auditions avec Facebook, Twitter, et bien sûr, on a eu aussi les fact-checkers, notamment les directeurs de la division des décodeurs du monde. Alors, une petite introduction, on a déjà beaucoup parlé de cette infodémie. Ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est qu'en fait, on a eu aussi disons, un rôle différent du discours scientifique par rapport au contexte politique, qui sont un peu les contextes classiques de la désinformation. Et surtout, ça a touché des sujets très importants qui avaient à faire aussi avec vraiment le bien-être de la société, l'ordre public et ainsi de suite. Du coup, nous, on a étudié, on s'est focalisé sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que ces plateformes ont vraiment mis en place pour gérer cette tension. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Alors, ils ont mis en place des outils pour vraiment identifier et modérer automatiquement la désinformation et la mésinformation en ligne. Alors, pourquoi on a vraiment besoin de passer par ce type de modération automatique? Parce que simplement, nous, on ne peut pas passer à l'échelle. Du coup, avoir un contrôle humain par rapport à la désinformation en ligne, c'est juste pas possible. Du coup, il faut idéalement avoir une première passe automatique qui permet d'identifier des informations en ligne et toujours idéalement, après je vais vous expliquer pourquoi idéalement, avoir un contrôle humain à la fin pour effectivement valider si la désinformation étant identifiée comme désinformation l'est vraiment. Les problèmes a été que pendant la crise Covid, ceux qui sont les contrôleurs humains, les vérificateurs de faits, surtout embauchés par les réseaux, étaient eux aussi en télétravail. Et du coup, ça posait des soucis de leur demander de vérifier ces informations, vérifier ces désinformations tous les jours, pendant toute la journée. Ça posait vraiment des enjeux psychologiques pour ces personnes. Et du coup, finalement, ce qu'on a eu, c'est que parmi les plateformes, ils ont vraiment mis en place des outils et des processus complètement automatisés. Du coup, on n'avait plus un contrôle humain à la fin, ou très, très peu, par rapport à avant la pandémie. Ça engendre bien sûr des problèmes, surtout liés à la liberté d'expression. Là, on a toujours vraiment, il faut toujours regarder les problèmes de la désinformation et se poser la question, moi, je n'ai pas forcément une réponse, si on souhaite identifier les cas de désinformation qui sont en ligne à travers des outils automatiques, bien en prenant en compte le fait qu'ils peuvent faire des erreurs, et comment gérer le fait que ces erreurs vont engendrer de la violation du droit des libertés d'expression. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les plateformes? Ils ont mis en place notamment 3 politiques de modération. La suppression du contenu nuisible, du coup, dès qu'il y avait un contenu qui était classifié, là, Vincent a vraiment tout expliqué, du coup, c'est très bien, vous avez compris comment c'est fait, c'est vraiment des approches basées sur des réseaux de neurones, d'apprentissage machine. Il ne faut jamais oublier que les plateformes disposent bien sûr d'une énorme quantité de données, dont nous, par exemple, on ne dispose pas en tant que chercheurs dans des établissements publics. Et du coup, ils ont vraiment pu mettre en place des outils pour supprimer automatiquement ces contenus. Quand on a échangé avec ces acteurs lors de nos auditions, on a aussi découvert, moi personnellement, avec une certaine surprise, que certaines approches s'est basées vraiment sur les mots-clés, c'est-à-dire ils cherchaient certains mots-clés
Et après, étant donné la présence de ces mots-clés, notamment dans les messages, par exemple sur Twitter, ben, ils allaient regarder ces messages et ils allaient éventuellement supprimer les messages. Ils ont mis en place aussi quelque chose qui est un peu, disons, une intervention un peu plus légère, c'est-à-dire réduire la visibilité du contenu qui peut révéler des informations. Et enfin, ils ont mis en place aussi de la modération, disons, positive, c'est-à-dire promouvoir les contenus de sources vérifiées, d'accord, par exemple, l'OMS. Alors, quelles sont les questions qui nous sont posées dans notre groupe de travail? Tout d'abord, le fait que, comme Vincent a aussi souligné, ben, il y a des erreurs dans la classification de ces contenus parce que c'est des approches, notamment des approches d'apprentissage machine supervisé, c'est-à-dire on donne à la machine des exemples, par exemple, prenons les textes des messages qui contiennent de la désinformation. Les messages sont étiquetés, il y a de la désinformation, il n'y a pas de la désinformation. Et après, on demande à la machine d'être capable de faire la même, disons, distinction, la même classification sur de nouveaux messages. Bien sûr, on parle notamment de type de biais, notamment les biais liés aux données. Du coup, s'il y a certaines, disons, certains biais qui peuvent être identifiés dans les données, ben, la machine va apprendre ces biais et va les appliquer aussi aux nouvelles données qu'il doit classifier. Et aussi des biais vraiment algorithmiques dans la façon où l'algorithme est conçu pour détecter la désinformation. D'accord? C'est jamais la machine qui met en place automatiquement un algorithme, mais c'est toujours une personne, un programmeur, qui a fait l'algorithme. Et notamment, ces algorithmes, s'ils sont développés dans le cadre des plateformes, par exemple, ben, ils sont développés pour viser certains types de désinformation en particulier. La transparence et le caractère explicable des décisions est toujours important, surtout quand il s'agit de classifier un certain contenu comme relevant de la désinformation et après de les supprimer. Du coup, il faut être en mesure d'expliquer à l'utilisateur, ben, nous, on a supprimé ton message et du coup, on a limité ta liberté d'expression parce que notre algorithme nous a donné ces raisons pour les supprimer. Et pas juste, là, c'est de la désinformation avec un certain pourcentage. D'autres questions que nous, on a pu soulever sont le manque de données annotées pour entraîner et donc améliorer les algorithmes. Comme Vincent vous a présenté, il y a beaucoup de défis, des challenges qui sont proposés, par exemple, un traitement automatique de la langue où des données préannotées sont fournies aux participants pour améliorer leur système de détection automatique des fausses nouvelles, par exemple. Mais bien sûr, ces jeux de données ont une dimension négligeable par rapport aux jeux de données qui sont, par exemple, à disposition des grandes plateformes. Après, l'absence d'une définition commune est un problème aussi, parce que ça dépend du contexte, ce qu'on considère une fake news, ça dépend du moment où une certaine information est, disons, analysée pour évaluer en tant que des informations ou non. Par exemple, au début de la pandémie, les messages officiels étaient que ce n'était pas obligatoire le port de masque et après, ça, c'est devenu obligatoire. Ça veut pas dire qu'au début, c'était une fausse nouvelle, mais c'était par rapport aux connaissances qu'on avait à l'époque, ça, c'était la ligne de conduite. Et après, d'autres informations qui seront utiles pour détecter les fake news sont les métadonnées associées à ces contenus, et du coup, des informations par rapport aux utilisateurs, à combien de partages, qui a partagé l'information, toutes les métadonnées associées à ce type d'informations. Là, encore une fois, bien sûr, ces données sont protégées parce qu'il s'agit de la protection de la vie privée, mais en ne disposant pas, la contrepartie est qu'on ne peut pas vraiment améliorer les systèmes. Du coup, il faut vraiment balancer entre les droits fondamentaux, disons, et aussi dont on aurait besoin pour améliorer les systèmes de détection automatique. Après, on a abordé aussi, je vais faire très court, la problématique de l'autorité. Du coup, c'est qui l'autorité? C'est qui décide qu'une certaine information est de la désinformation? Du coup,
Si les réseaux ont le pouvoir, les plateformes ont le pouvoir de dire que c'est de la désinformation, et ils ont le pouvoir, disons, l'autorité pour justement supprimer un contenu, là, c'est quand même une autorité plutôt importante qui impacte la société entière. Après, on a bien sûr des autres autorités, les vérificateurs de faits, les sources d'information qui sont des sources d'information certifiées, les gouvernements, mais néanmoins, il y a aussi des disons, semi-autorités telles que la Cour suprême de Facebook qui est parue lors de la pandémie. Et c'est quelque chose à prendre en compte aussi, c'est quelque chose à discuter. Alors, quels sont les enjeux, juste très vite vraiment, ça suit bien ce que Vincent a déjà présenté. Comment détecter automatiquement ce type de contenu? Du coup, il y a un manque de définition précise. C'est un peu comme pour un discours de haine. Comment on peut le définir? Si tout le monde a des définitions qui sont légèrement différentes, mais nous, on doit apprendre, disons, la définition à une machine. Les contextes de la désinformation, faire en sorte qu'un message soit relevant de la désinformation ou pas, dépendamment du contexte. La prise en compte d'éléments tels que l'émotion et l'ironie. Comment gérer les erreurs algorithmiques qui, après, peuvent violer, par exemple, sans une bonne raison, finalement, les libertés d'expression, les biais. Et du coup, comment vraiment préserver la liberté d'expression et protéger les plus fragiles. Ce que nous, on souhaite faire, et là, c'est vraiment tout dernier petit mot sur ma recherche à moi, et générer automatiquement des contre-arguments pour lutter contre la désinformation. Parce que comme on a déjà souligné, juste dire ça c'est de la désinformation, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Parce que les gens qui sont, disons, ça ne donne pas vraiment des informations, ça ne donne pas vraiment des raisons. Il faut essayer de solliciter leur pensée critique. Et ça, on peut le faire en engendrant une discussion qui peut être semi-automatique idéalement, parce que sinon, encore une fois, on ne peut pas passer à l'échelle, en générant d'arguments, des contre-arguments pour expliquer pourquoi une certaine information est de la désinformation, et pourquoi c'est dangereux de la partager. Et ça, ce sera le but d'un projet européen, d'un projet ANR qui vient d'être financé, qui commencera en janvier 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Anne Cordier, qui est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, chercheuse au Centre de recherche sur les médiations, co-responsable du master en documentation à Nancy, au département information-communication. Elle porte avec André Tricot le projet GTNUM ELN, Enfance et littératie numérique, autrice du livre Grandir connecté, les adolescents et la recherche d'information, chez CF Éditions, paru en 2015. Ces recherches sont inscrites dans une approche socio-anthropologique. Elles portent sur les pratiques informationnelles des enfants et des adolescents et sur l'éducation à l'information, aux médias et au numérique en contexte éducatif pluriel. Voilà, alors selon Anne, au regard des multiples investigations de terrain que tu as menées auprès des jeunes acteurs, mais aussi dans les classes et dans les familles, la lutte contre la désinformation devrait passer par une politique de soutien à l'information et l'activité informationnelle. Tu vas nous en dire plus et je vais te laisser ma place pour que tu sois devant l'écran. Bah, si, j'ai pas de liberté. Bon, bah, merci. J'ai la difficile tâche d'être la dernière. On va dire que c'est la dernière. La chaise, elle est vachement basse. Excusez-moi. Mais le plaisir d'être là aussi parce que c'est mon visitage proposé par Julien Falgas que j'arrive à l'Université de Lorraine au 1er septembre. Et donc, je fais ma première communication pour l'Université de Lorraine avec plaisir. Donc, comme l'a dit Julien, donc je sais bien, ça va te permettre d'aller plus vite. Je vais proposer en fait une alternative en fait à la formulation de la table ronde qui était les freins à la désinformation scientifique. Et moi, j'ai tout de suite, d'abord, j'ai eu du mal à comprendre au début ce que ça voulait dire, et ensuite, j'ai transformé quel levier pour soutenir l'information et l'activité informationnelle des acteurs. C'est un changement de formulation qui correspond en fait à un changement de regard aussi et de posture, avec d'abord une approche compréhensive des acteurs, de ce qu'ils font avec le numérique, l'information et les médias.
donc en essayant du coup d'avoir le moins possible une approche légitimante. Une approche qui est anthropocentrée aussi et pas techniciste, pas tournée sur l'outil, mais sur, encore une fois, les individus et le social. Et une approche politique et pas individualiste et politique dans le sens vide de la cité, en fait. On rappelle que c'est à la base ce que c'est qu'en fait la politique. Alors, justement, petit rappel un peu, en fait, ça me paraissait important de vous dire, mais de quoi on parle quand on parle en fait d'information. Ce matin, on parle d'information. On a entendu de façon assez indifférenciée par moment information, données, connaissances, savoir, tout ça, tout ça. Alors, c'est des choix définitionnels hein, qu'on fait. Moi, je m'inscris dans un triptyque qui a été défini notamment par la pensée de Yves Jeanneret en Infocom. Hein. On considère que la donnée, dans une théorie mathématique de l'information, elle est, donc là, les informaticiens, normalement, sont d'accord, elle est là, entre guillemets, sur le web. Il n'y a pas d'information, en fait, sur Internet, désolé, ni dans les livres d'ailleurs. La donnée devient information à partir du moment où il y a réception et compréhension, en tout cas appréhension, identification de cette donnée comme pouvant être une information. L'information devient connaissance quand elle intègre mon système de pensée et qu'elle se lie avec d'autres informations prenant sens dans un système d'action. Elle est aussi normalement faite pour agir. Et la connaissance devient un savoir. Je rappelle que c'est vraiment un choix théorique que je fais, hein, au moins je dis, on peut dire où on parle. Hein. Et donc, la connaissance devient un savoir à partir du moment, là, c'est vraiment la définition de Jeanneret, où elle est reconnue par des instances collectives au sein d'une société. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que, en fait, quand on parle, d'abord parce qu'on voilà, de fait, on confond tout, et non, l'information n'est pas disponible sur le web à l'envie. Elles sont des données qui sont là, et encore faut-il justement savoir voilà, les identifier en tant que telles. Et puis aussi, je vous ai parlé de ça parce que il me semble qu'aujourd'hui, on est face à une compréhension très sélective aussi de cette notion d'information. Quand on parle de désinformation, en sciences infocom notamment, on distingue deux types d'informations sociales, l'information knowledge, dite information documentaire, information scientifique et technique parfois, et information news, pardon, dite information d'actualité. Et en fait, sans conteste, hein, c'est cette dernière information dite d'actualité qui cristallise en fait les préoccupations contemporaines. Et parfois, et en fait, cette distinction épistémologique, on va voir, elle a du sens, mais elle s'incarne en fait dans des pratiques qui sont différentes, et qui relèvent en fait d'impératifs éducatifs et sociétaux qui sont différents. On n'évalue pas l'information news, l'information d'actualité, de la même manière qu'on évalue l'information scientifique et technique et l'information documentaire. On ne la recherche pas de la même manière, on n'a pas le même rapport émotionnel et pragmatique aussi à cette information. Et donc, ça me paraît important de le dire et de le poser et de ne pas mettre l'information dans une espèce de vague magma indifférenciée. Ceci étant dit, pour respecter le temps, et on est bon, je voudrais décliner en fait en 3 adjectifs qualificatifs qui devraient, à mon sens, être donc une politique de soutien à l'activité informationnelle des acteurs. Alors d'abord, il s'agirait de permettre à chacun de s'informer de façon riche. Et pour le coup, riche dans tous les sens du terme, et avec aussi en arrière-plan la question des inégalités sociales et culturelles. Vous allez dire que c'est une obsession, mais dans les années 2000, Yves Jeanneret lui-même parlait de régime intermédiatique dans un livre qui s'appelle « Y a-t-il vraiment des technologies de l'information ?» Et dans ce livre, Yves expliquait qu'un média ne chasse pas un autre média, que les médias se complètent, etc., etc. Et bien, de fait, c'est une réalité des pratiques informationnelles des acteurs. Nicolas en a d'ailleurs parlé un peu, on a parlé ce matin en disant que les jeunes à l'IRTS notamment parlaient et de télévision et de réseaux sociaux pour s'informer. Eh bien, j'ai été perturbée par le changement d'écran, pardon. Eh bien, on voit la même chose hein, chez les adolescents auprès desquels, par exemple, moi j'ai enquêté, 2020-2021, une enquête auprès de 2 classes de première, 2 classes de 5e, de 3e, à profil socio-économique différencié dans des territoires géographiques différents. Et bien, chez
tous ces jeunes, quel que soit leur milieu social, quel que soit le territoire, la télévision, les réseaux sociaux apparaissent comme les deux moyens d'information privilégiés pour s'informer. Ainsi, il me paraît important dans une vision éducative de ne pas stigmatiser les réseaux sociaux numériques. On rappelle d'ailleurs que les réseaux sociaux, tout comme Internet, ne sont pas une source d'information, qui a été dit à moult reprises aujourd'hui. Non, Internet n'est pas une source d'information. Important aussi de ne pas hiérarchiser les canaux, ni les médiateurs, de savoir en fonction des canaux. Finalement, que cette vidéo passe, que la vidéo ce matin d'Arnaud Mercier passe sur le site de l'Université de Lorraine ou que cette vidéo passe via YouTube, c'est quand même Arnaud Mercier qui parle. Alors, l'objectif, c'est finalement d'avoir une vision riche de l'information, de permettre aux usagers d'avoir un pouvoir d'agir et un savoir pouvoir d'agir, c'est-à-dire avoir conscience de ce que c'est que les médias sur lesquels ils circulent, sur lesquels les canaux qu'ils utilisent, et ce, évidemment, afin de leur permettre de prendre leurs propres responsabilités aussi. Il s'agirait aussi de permettre à chacun, deuxième adjectif qualificatif, de s'informer de façon réflexive. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, la démarche de recherche d'information et la démarche informationnelle aujourd'hui, elle est à interroger d'autant plus que les jeunes disent souvent, hein, si je ne viens pas à l'information, c'est l'information qui viendra à moi. Théo, 16 ans, me dit, moi, je m'informe sans le vouloir. C'est quand même une bonne façon de résumer cette flânerie informationnelle, en fait, qui remplace cette modalité qu'on a quand même tous appris et dans laquelle on pense encore d'information qui serait linéaire, avec une démarche structurée. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la flânerie n'est pas structurée, on pourrait y revenir. En tout cas, là, ce qui pose problème, évidemment, c'est la délégation à la machine, hein, finalement, et aux algorithmes, aux systèmes de recommandation, qui entretiennent la fameuse bulle de filtre, hein, et qui font que, du coup, on n'est pas soi-même, alors on aime bien dire ce terme dans l'éducation, acteur de sa démarche, mais c'est quand même une réalité. Pour autant, je ne pense pas que la solution passe par la technique, par un outil magique qui, comme une baguette magique, justement, permettrait finalement de solutionner, c'est le grand terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, tous nos problèmes. Il n'y a pas de technologie qui lutterait contre la désinformation. Il me semble que c'est important de développer l'évaluation de l'information, la culture des sources par les acteurs eux-mêmes, afin qu'ils aient une réflexivité sur leur propre écosystème informationnel personnel, comment il fonctionne. Et tout cela se fait dans un temps long, ne s'évalue pas par la performance d'acteurs sur un temps court, mais bien par la mise en place d'un curriculum en information, communication, documentation, tout au long de la scolarité et même tout au long de la vie. Enfin, il s'agit de permettre à chacun de s'informer de façon joyeuse. On a parlé de vices et vertus tout à l'heure. Ben, moi, j'ai envie de parler de plaisir. Soyons fous, hein, en plus, il est l'heure, parce que quand même, à cette heure-là, il faut bien parler de plaisir pour retenir l'attention. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, avant tout, les enfants, les adolescents, quand on les interroge et qu'ils racontent leurs expériences avec l'information, ben, ils parlent de plaisir. Ils ne parlent pas d'angoisse, ils ne parlent pas de peur, ils ne parlent pas de risque, ils ne parlent pas de danger. Ça, c'est quand ils parlent de la manière dont les adultes leur parlent de l'information. Mais eux, ils parlent de plaisir. Du plaisir de, désolé pour le gros mot, être curieux de s'informer, être curieux de découvrir, être curieux d'explorer des territoires inconnus. Certes, ils peuvent être dangereux. La vie est dangereuse. Ça, c'est philosophe Interdier 2021. Vous pourrez le noter. Montesquieu à côté, je sais. Voilà, désolé. Mais quand même. Alors, non, mais c'est important, je crois, d'insister sur ça. Enfin, on oublie cette notion essentielle. Et c'est une notion qui est une notion aussi très en lien avec la démocratie, en fait. Parce que si je n'ai pas de plaisir à m'informer, je ne mesure pas la chance que j'ai d'accéder à de l'information, fût-elle fausse. C'est une chance. J'accède à de l'information. Et donc, ça veut dire que je peux développer une pensée critique à partir du moment où on m'a formé en conséquence. Ainsi, il s'agit de ne pas fabriquer de la méfiance, voire de la défiance envers l'information. Je vais plaider donc pour une culture de la confiance en l'information. Alors, le terme de confiance, du coup, il va poser problème. Mais confiance et doute ne sont pas incompatibles, sachant qu'il n'existe pas d'information neutre. J'invite là pour le coup à lire le texte d'Arnaud Mercier sur l'information objective n'existe pas.
Il est important, à mes yeux, de reconnaître et d'entretenir, de cultiver la joie, donc d'accéder à l'information, de se poser des questions, d'être confronté à des controverses, de comprendre, de découvrir, de confronter. Et en même temps, attention, on ne joue pas à créer de la fausse information. Ça, c'est un grand truc, entre guillemets, en ce moment en éducation. Ben non, c'est pas drôle de fabriquer de la fausse information. Parce que si je fabrique de la fausse information et que j'y prends du plaisir, eh bien, ça veut dire que je vais donner finalement envie de fabriquer de la fausse info. Or, du coup, je vais alimenter un système de désinformation. Donc, ça n'a absolument aucun sens. C'est drôle, plaisant et agréable d'être un journaliste d'investigation, de couvrir des événements, certes dramatiques, mais c'est intéressant. Ça procure du plaisir d'aller fournir la bonne information aux bonnes personnes de la meilleure façon qui soit. Bref, il s'agit de rendre définitivement acteur pour pouvoir agir. Et puis, pour conclure, une seule conclusion. S'informer, c'est un acte qui est fondamentalement politique. L'activité informationnelle, elle participe d'une dynamique sociétale. En ce sens, l'information est un bien précieux dont chacun doit pouvoir prendre soin dans la perspective d'une intelligence collective avec des valeurs de partage, d'engagement. Ainsi, je cède, en fait, je prête ma voix plutôt à une figure, en tout cas pour moi, inspirante, pour penser les réseaux et agir ensemble sur et par les réseaux. Je cite, « Lutter contre le courant de la désinformation est une tâche difficile, mais en travaillant ensemble, des citoyens engagés peuvent faire des progrès incroyables, même lorsqu'ils se dressent contre les intérêts les plus puissants. Notre société possède un niveau de liberté et d'ouverture extraordinaire. C'est à nous qu'il revient, si nous voulons utiliser cette liberté pour chercher la vérité, ou si nous préférons continuer à nous satisfaire des platitudes conventionnelles que l'on nous sert. L'information, c'est le pouvoir. » Aaron Schwartz. Merci. Aaron Schwartz, excellente citation. Je savais que ça te plairait. Histoire de lancer la discussion, pour reboucler, à Avignon, en mois de juin, s'est tenu un colloque sur les fake news. Et Guillaume Champy, juriste, a émis la suggestion d'envisager qu'on aurait tous droit à une information vérifiable, et que ça serait peut-être une manière pour le droit d'aborder la question d'une manière plus positive. Et je trouve que ça fait écho aux propos d'Anne sur l'idée. Voilà, on devrait former, développer l'information riche, réflexive, joyeuse. Et sur le plan juridique, ça pourrait peut-être se traduire en un droit opposable à une information vérifiable. Alors, je voulais interroger notre juriste du panel sur la perspective éventuellement quelque chose comme ça. Je sais que Guillaume Champy avait lancé ça, c'était plus une idée, il n'y avait pas vraiment de structuration derrière. Oui, alors certainement, l'idée est intéressante, elle fait écho à ce que disait Anne, mais en réalité, c'est une bonne intention, mais sur la faisabilité du système, moi je m'inscris en fond pour faire un mauvais jeu de mots, parce que en fait, on a en droit toute cette catégorie qui est un petit peu bâtarde de ce qu'on appelle les droits A. Et les droits A, ont une reconnaissance juridique qui est assez malaisée. Parce que c'est un peu tout n'importe quoi, droit à l'éducation, droit à ceci, droit à cela. Et on n'arrive pas en réalité à leur donner un régime juridique qui soit véritablement applicable. Parce que c'est de l'ordre de l'abstrait. Donc, on a une typologie des différents droits. Alors, rien à voir, par exemple, avec le droit de propriété, qui vont vraiment être assis sur du concret. Mais ce qu'on appelle les fameux droits A, on est toujours dans l'embarras pour leur trouver un régime qui soit satisfaisant et qui fonctionne. Donc oui, pour l'idée, après, voilà, on retombe dans le défaut du législateur qui lance une idée, qui donne de l'espoir, mais un espoir qui ne sera pas concret. Voilà.